Voilà, eh bien bonjour à tous. Je suis Étienne Lemarié, directeur général adjoint de la CINMEF et heureux de vous accueillir à cette conférence intitulée La publication au temps de la pandémie Covid par le docteur Hervé Maisonneuve. Hervé Maisonneuve est un spécialiste de l'intégrité scientifique. Cela fait des années qu'il a un blog intitulé Rédaction médicale et scientifique qui est très suivi et qui porte essentiellement sur l'intégrité, les bonnes pratiques, les plagiats, les embellissements de données et autres fraudes. Et ce blog est devenu incontournable aujourd'hui et Hervé Maisonneuve est appelé de par le monde à traiter de ces sujets. Or, c'est un sujet qui est effectivement de grande actualité. On connaît les dérives occasionnées par cette pandémie. Nous en parlions il y a un instant avec Hervé. Sachez qu'il y a 106 000 publications sur la Covid depuis un an. C'est absolument phénoménal. Sur Avec tous les PubMed. problèmes sur PubMed, absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je rappellerai que je vais vous demander de tous couper vos micros avant que nous commencions, mais je crois qu'il me semble bien que tous les micros sont coupés. Et Hervé, nous t'écoutons et nous discuterons à la fin de ton exposé. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, mais si certains veulent m'interrompre, vous pouvez m'interrompre à tout moment, d'autant plus que pas dans cette diapo, mais dans la suivante, je vais vous poser quelques questions pour savoir quels mots vous associez à pandémie et revue, et je vais vous poser cette question après cette diapo. Je vais essayer de parler qu'une demi-heure pour que vous puissiez intervenir. Pendant cette pandémie, et moi je vais vous présenter ça vu du côté un peu des revues, hein. Il y a eu deux types de chercheurs et d'auteurs. Il s'en est trouvé, et peut-être moins dans le domaine médical, mais dans d'autres domaines, des gens qui ont été chez eux confinés et qui avaient plein de choses engagées et qui se sont mis à les écrire, mais ils ne pouvaient pas accéder souvent à leur laboratoire. Donc il y a eu une partie des auteurs qui ont été confinés chez eux sans accès à leurs données, mais ces gens-là se sont mis à écrire, hein, et d'autres qui étaient, mais dans le domaine médical, au lit du malade et qui n'avaient pas le temps d'écrire. Donc il s'est passé déjà des changements entre tout le monde. Il n'y a pas eu d'études sur ces chercheurs, hein, et on montre qu'en gros, ceux qui étaient confinés dans les chercheurs chez eux ont été plus productifs qu'en temps normal. Il y a sur des questionnaires, là c'est un questionnaire de 150 personnes, mais que leur santé mentale était parfois un peu affectée. Mais leur santé mentale était meilleure s'ils avaient des enfants au domicile. Donc il y a beaucoup de données là-dessus, sur les gens qui ont été confinés chez eux. En tout cas, ce qu'ont constaté les revues, c'est une augmentation des soumissions qui a été en moyenne d'au moins 3 fois dans la plupart des revues, et je suis en train de vous dire dans toutes les disciplines, je ne suis pas en train de vous dire uniquement dans la médecine. Vous voyez les diapos là toujours? Non, ça vient de sauter, je ne sais pas pourquoi. Là, ça vient de sauter. Et moi, j'ai aucune idée de pourquoi. Bon, écoute, garde, si tu veux, Hervé, arrête le partage, puis je vais prendre le relais. Et mets le partage, hein, et je continue à... Ben, il faut que tu fermes ton partage, puis moi, je vais le prendre en relais. Oui, mais alors ici, j'arrive. Ce qui permettra de te voir en même temps, d'ailleurs. Exactement. Si tu regardes sur ton écran, en haut à droite, il y a un bandeau. Okay. Ça y est, j'ai arrêté mon partage. Là. Donc, moi, je vais l'activer. Veuillez tous nous excuser, et comme ça vous me verrez. Donc je vous disais cette situation, voilà. Et est-ce qu'il y en aurait quelques-uns? Merci, ça vient. Voilà, tu passes à la suivante. Peut-être que je vais juste ajuster. Est-ce que la grosseur est bonne? Est-ce que c'est correct comme ça? Oui, ça va. OK. Tu passes à la suivante. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle... Je ne vois pas les diapos. Hein? Oh, dis donc. Si, là, elle passe. Hein. Elle passe, oui. Bon, je ne les vois pas. Bon. Ah, il faut vous débrouiller parce que moi, j'ai deux écrans et elle passe sur les deux écrans. Je reconnais la voix de Toufik, mais Toufik, on les a à l'écran.
quel impact ça a eu sur les publications? Alors moi, je vais vous donner mes opinions, mais vous me direz après vous ce que vous en pensez. Alors, diapo suivante, merci Yves. Diapo suivante, Yves. Il s'est passé d'abord une chose, fin janvier, sous l'impulsion du Wellcome Trust, qui est une organisation anglaise, il y a eu une signature d'un certain nombre de maisons d'édition et de sociétés savantes et un accord général. Ah, dites donc, on a quelques problèmes sur les diapos. Je continue, hein, d'accord? Oui. Je vous laisse remettre les diapos. Il y a eu un accord général des grandes maisons d'édition et des revues pour mettre en accès gratuit et libre tous les articles concernant la Covid. Ça a été un accord extrêmement important au niveau mondial, ce qui fait que toutes les revues qui ont signé cet accord ont mis en accès libre les articles Covid, revues pour lesquels les autres articles restaient en abonnement. Ça, c'est une première chose. Et certaines revues ont même switché au chinois, et on va revenir là-dessus. Alors, les revues scientifiques, actuellement, on admet que toutes disciplines confondues, il y a eu 250 000 publications Covid. Au moins 250 000. Et comme on le disait tout à l'heure, j'ai revu PubMed hier avec Covid-19 dans le moteur PubMed, et PubMed, c'est 106 000. Alors vous me direz pourquoi je vous dis 250 000, parce que PubMed n'est qu'une partie de la recherche au sens général, et que quand je vous dis 250 000, eh ben, il y a les sciences sociales, il y a l'économie, il y a les maths, les modélisations, il y a la physique, il y a tout le monde, ce qui fait que la publication Covid a affecté tous les domaines de recherche scientifique. Quel que soit le domaine, tout le monde s'y est mis. Merci Yves, ça revient. Hein? Donc ça, c'était la diapo suivante, s'il te plaît. Donc c'est là que je vous ai parlé des 250 000 articles. Et il y a des hypothèses dans le domaine médical. Je dis bien des hypothèses, mais il y a des études très sérieuses là-dessus qui montrent que la plupart de ces articles étaient des articles d'opinion, de discussion, et que des vraies études avec des données probantes, sous-entendu des vrais essais randomisés de qualité, il y en aurait moins de 100. Donc vous voyez ce gap entre un nombre de publications majeures, toutes disciplines confondues, et le nombre avec des données probantes. Diapo suivante, Yves, je te remercie. Ce qui s'est passé de façon macro, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des revues se sont mis à publier même des articles en chinois. Et là, vous avez un article du JAMA. Alors le Lancet a fait pareil, et ils ont parfois publié en anglais plus en chinois, mais il faut savoir que la traduction chinoise était sous le contrôle des Chinois, et non pas des rédacteurs du JAMA. Alors les Chinois ont été plus importants dans la publication, et quand on compare à ce qui s'est passé il y a 10 ans, sur le SARS ou historiquement sur Ebola, les Chinois ont publié d'eux-mêmes, tout seuls. Si vous allez 15 ou 20 ans avant, sur les autres virus, les Chinois publiaient plutôt de façon internationale avec des Américains, plutôt conjointes. Donc on a l'impression que des grosses équipes chinoises ont maintenant totalement pris leur essor et n'ont plus, entre guillemets, la collaboration avec des Anglais ou des Américains pour publier. Toutes ces grandes revues ont eu du mal à trouver des reviewers. Ils ne venaient pas. Hein. Et puis, il y a eu beaucoup d'initiatives. Des sociétés de services ont traduit gratuitement. Il y a eu beaucoup d'autres initiatives. Question suivante. Diapo suivante, Yves. Merci. La revue par les pairs ou l'évaluation par les pairs a été accélérée, bien sûr. Et il est montré, en gros, que le temps de reviewing pour les revues Covid-19 a été diminué de moitié ou moins pour la plupart des revues de spécialité. Il y a eu des appels à des reviewers parce qu'on ne les trouvait pas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Diapo suivante, s'il te plaît, Yves. Les grandes revues ont été en compétition. Et en compétition pour ce qu'on appelle dans le jargon les hot papers, c'est-à-dire les articles qui vont faire parler de la revue ou qui vont être cités, qui vont aller dans les médias. Il s'est passé beaucoup de choses, je reviendrai sur le Lancet, et les grandes revues étant en compétition, vous avez eu dans le New England Journal of Medicine des publications d'articles que, en temps normal, le New England n'aurait
jamais, jamais accepté. Je cite certains, mais je cite le New England ici, mais c'est pareil pour le JAMA ici et pour d'autres. Le New England, par exemple, vous publie un essai sur le remdesivir, qui est une étude ouverte de 53 malades, dont 22 aux USA, 22 en Europe, 9 au Japon, avec 55 auteurs, donc plus d'auteurs que de malades, et 18 auteurs de Gilead, la firme qui produit le remdesivir. Cette étude est ouverte, de 53 malades, elle apporte aucune preuve et rien du tout. En temps normal, le New England ne publie jamais ce genre de choses. C'est parce qu'on voulait être le premier et qu'on voulait être le premier dans les radios. Mais l'article lui-même n'apporte rien. Le New England se vante d'avoir publié le premier cas de transmission par un asymptomatique en Allemagne. Quand on va creuser la chose, et ça s'est su après, la transmission, c'était par une femme chinoise qui avait des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et qui prenait de l'ibuprofène à grosse dose. Donc, elle n'était pas du tout asymptomatique parce qu'elle a été testée positive 2 jours après. Donc, si vous voulez, ce sont des publications qui ne tiennent pas. Le JAMA a publié 5 cas d'immunothérapie passive, c'est inimaginable. Diapo suivante, Yves, je te remercie. Vous savez, moi, je suis un défenseur de la science ouverte et on nous bassine la science ouverte tout le temps. La science ouverte, qu'est-ce que c'est? Diapo suivante, Yves, merci. La science ouverte, c'est un mouvement que je défends et qui dit qu'il faudrait communiquer toutes les données de la recherche à tout le monde, non seulement les données de la recherche, sous-entendu publication, mais aussi les données sources. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui, et dans les jeunes générations, c'est quelque chose qui commence à se faire, communique ces données sources si quelqu'un voulait les réanalyser. Et des grandes revues comme PLOS ONE ou d'autres ont toujours les données sources assez accessibles, c'est-à-dire que d'une équipe de recherche peut accéder aux données pour relire. Donc si vous voulez, ça fait 15 ou 20 ans que tous les pays, l'Europe, les États-Unis disent la science ouverte, c'est le futur. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand vous regardez ce qu'a été la science ouverte pendant la pandémie, je vais vous prendre un seul exemple, diapo suivante. L'exemple que je prends n'est pas anodin, c'est la première publication de l'équipe de M. Raoult sur l'hydroxychloroquine. C'est une publication du 20 mars pour une étude dont le protocole avait été accepté par l'Agence du médicament et par le comité d'éthique les 5 et 6 mars et soumise le 19. Donc c'est une étude qui est publiée en 13 jours alors que le protocole disait qu'il fallait 14 jours. Donc déjà, il y a ça. Je passe le fait que les groupes ne soient pas comparables du tout, puisqu'on a pris comme témoins des malades d'ailleurs, Marseille, Nice, Avignon, Briançon, on ne sait pas d'où ils viennent. On a analysé finalement que 20 des 26 cas dans le truc, parce qu'il y en a 6 de perdus de vue, 3 parce qu'ils sont partis en réanimation, un mort et un qui a eu des nausées, et un qui a stoppé le traitement. Donc on a enlevé les malades qui nous gênaient. Hein, ça c'est très clair, c'est dit. L'étude, elle est basée sur les PCR. Les PCR, mais dans l'article, ils ne sont pas publiés au jour prévu dans le protocole. Donc, si vous voulez, on prévoyait d'avoir des PCR sur 14 jours, mais dans l'article, ce n'est pas le cas. Et dans l'article, les données publiées n'ont jamais été publiées, alors que l'article disait on vous donnera les données cliniques. Donc, l'article n'est que biologique. Et cet article, diapo suivante, actuellement, et je suis allé vérifier, ça dépend de comment on va vérifier, a été déjà cité bientôt 4000 fois. Je vous signale que quand un article est cité 50 fois, c'est déjà un très grand article. Donc on a un article cité bientôt 4000 fois, qui ne tient pas la route sur le fond, et dans la même revue, un épidémiologiste hollandais qui ne connaissait ni la chloroquine, ni le Covid, ni rien, on lui a demandé d'évaluer, et il dit que c'est une étude totalement irresponsable. Eh bien moi, diapo suivante, je n'accuse pas uniquement M. Raoult de faire ça. Parce que quand on va dans l'article, il y a mentionné l'Agence nationale de recherche, l'Agence du médicament, les comités d'éthique, les fabricants, ils sont tous remerciés, l'Université de Marseille, les hôpitaux, les CHU, les référents intégrité. Donc je suis en train de dire que tous ces gens-là, ils sont très nombreux, avaient les manettes pour officiellement
signaler une dérive, et ils savent tous que l'article ne tient la route, mais personne n'a bougé. Donc je suis en train plutôt de vous dire qu'il y a une espèce de convenance sociale qui fait que des choses comme ça puissent se passer, puissent arriver. C'est pas normal qu'on soit dans cette situation. Diapo suivante. Est-ce que ça vous paraît clair, cette façon dont je l'exprime, hein? Je suis en train de vous dire, Monsieur Raoult a publié quelque chose d'inacceptable et de scandaleux, mais une grande communauté a laissé faire et personne n'a rien dit, hein. Donc, si vous voulez, n'accusons pas uniquement Monsieur Raoult comme responsable de tout ça. Je vous passe l'histoire du Lancet Gate. Certains d'entre vous ont entendu parler de cet article dans le Lancet du 22 mai, qui était une analyse qui montrait que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Alors attention, parce que beaucoup de gens n'ont pas bien compris l'histoire. C'était pas une étude clinique, c'était pas des malades, jamais, hein, et c'est très expliqué dans les articles. C'était ce qui s'appelle des données de vie réelle, c'était des données administratives. Par exemple, en France, ça serait les données de l'assurance maladie. On irait dans la base de l'assurance maladie pour voir certaines choses. Donc, c'est pas de la clinique, mais tout le monde a cru que c'est de la clinique. L'histoire est extrêmement surprenante, parce que le 1er mai, la revue New England Journal of Medicine publie sur cette base de données 9000 cas avec des médicaments antihypertenseurs qui montrent qu'il ne se passe rien. Donc le New England, sur cette même base de données, publie une étude le 1er mai disant que, je passe les conclusions, sur des maladies cardiovasculaires, il ne se passait rien, même méthodologie, même base de données. Il ne se passe rien, personne ne dit rien. 22 mai, même type d'étude que le New England, mais dans le Lancet, mais cette fois-ci sur l'hydroxychloroquine. 96 000 dossiers, et je dis bien pas dossiers, pas malades, et qui disent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Grosse peur, le Lancet tout de suite averti, des lobbies avec une lettre signée par 100 personnes disant que cet article est scandaleux, alors que les mêmes personnes n'avaient aucune remarque à faire sur les articles du New England. Et finalement, diapo suivante, cet article du Lancet est retiré de la littérature, c'est-à-dire invalidé, dans la même heure que l'article du New England dont personne n'avait jamais parlé. C'est-à-dire que, les deux revues se sont entendues, New England et Lancet, et au prétexte qu'on ne peut pas accéder aux données sources de Surgisphère, ce qui est vrai, hein, parce que quand on a demandé les données sources, ils n'ont pas voulu les montrer. C'est là qu'il y a eu le problème. Certains disent qu'il y a fraude, mais moi je n'ai pas la preuve d'une fraude. Moi j'ai parlé aux Lancet, j'ai parlé à un des reviewers, parce que j'ai trouvé un des reviewers. Ils sont tous démontés, ils sont tous atterrés de ce qui leur est arrivé, parce que le peer review n'est pas destiné et n'a jamais été destiné à aller vérifier les données originales, et il ne le peut pas, et il n'est que sur article. Alors ils sont tout à fait d'accord qu'il fallait retirer cet article pour fraude. Diapo suivante, merci Yves. Et moi je dis que c'est une rétractation vertueuse. C'est-à-dire que le Lancet a agi très très vite, a demandé une investigation aux auteurs américains à Harvard, je passe les détails. Les relecteurs n'ont pas pu faire, et le premier auteur qui s'appelle Mera est un type dont l'intégrité est reconnue, et c'est lui qui a demandé de rétracter, qui a pris toute la responsabilité de tout ça. Donc une décision rapide de retrait. Certains, mais ils ont droit à leurs opinions, me disent que c'est une fraude. Pour l'instant, les seules raisons du retrait, c'est qu'on n'a pas pu avoir accès aux données sources. Ce qui fait que le groupe des rédacteurs du Lancet, comme d'autres revues qui vont le faire, ont introduit dans leurs instructions aux auteurs une nouvelle recommandation des revues. Quand nous publierons une étude sur une base de données privée, nous voudrons qu'un universitaire signe comme quoi il s'engage sur les données et qu'il les a vues. Bon, je vais peut-être un petit peu vite parce que c'est notre objectif et qu'après, vous poserez des questions. Diapo suivante.
Je passerai rapidement sur toutes les questions, entre guillemets, d'intégrité scientifique, parce que certaines sont liées aux revues. L'intégrité, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour certains d'entre nous, parce que ça se développe depuis une dizaine d'années dans les universités, et qui est basé sur un certain nombre de principes que vous avez là, et qui est basé sur 14 responsabilités, diapo suivante, dont la plupart de ces 14 responsabilités sont liées à la publication, à la communication des données. Je ne vais pas les commenter, puisque j'en ai pris 2 sur cette diapo et j'en aurai une autre sur la suivante. Je vous enverrai à les lire, mais rien qu'à les lire, on peut se poser des questions pour savoir si l'intégrité a été respectée. Les chercheurs doivent utiliser des méthodes appropriées, baser leurs conclusions sur une analyse critique de leurs résultats et les communiquer objectivement et de manière complète. Je vous laisse juger sur ce qui s'est passé pendant cette période et voir si vous êtes d'accord avec l'application de ce principe. Les chercheurs doivent conserver les données brutes. Là, on a vu un exemple où on n'a plus accès aux données sources et aux données brutes de M. Raoult. Il aurait été très simple que l'agence de recherche française dise à M. Raoult « Envoyez-nous le tableau Excel avec les 26 malades pour qu'on voit ». Mais on n'a même pas fait cette simple démarche de dire « On voudrait voir le tableau Excel des 26 malades ». Donc c'est pour vous dire que c'est plutôt une convenance de la société, une acceptation d'un certain nombre de choses par la communauté scientifique. Diapo suivante. Une autre de ses responsabilités, qui n'est pas directement les revues, mais qui l'est en partie et qui est aussi les débats publics, les chercheurs doivent limiter leurs commentaires à leur domaine de compétence. Combien de gens dans les médias se sont dit infectiologues, virologues, alors qu'ils étaient, je m'excuse, néphrologues, je prends par exemple ce cas-là, ou qu'ils étaient modélisateurs ou autres, et qu'ils ont donné leur avis sur des choses. Là aussi, il y a un problème qui est au-delà des revues. Diapo suivante. Quand on discute la diapo précédente, ah pardon, non, c'est vous, Yves, c'est toi qui as raison. C'est moi qui les ai changés. Les préprints. Je vous ferai une petite ouverture sur les préprints. Parce que si vous voulez, et je vais vous le montrer après, les préprints, la communauté médicale n'en voulait pas. Et je suis relativement persuadé que la communauté médicale a changé ou va changer d'avis. Le préprint, qu'est-ce que c'est? C'est le manuscrit de l'auteur, sa version Word, de son compte rendu de recherche avant qu'il le soumette à une revue. Cette version qui précède l'évaluation par un comité de rédaction s'appelle donc préprint avec plusieurs noms. En français, c'est prépublication. Et elle n'aura pas les modifications du peer review, qui seront faites par les relecteurs et le comité des pairs, ni les corrections de l'éditeur. Donc ça, c'est le préprint, c'est-à-dire la version de l'auteur. Diapo suivante. Les préprints, la médecine les a découverts avec cette pandémie. Les préprints, c'est quelque chose de commun. Je m'excuse, il y a une perceuse d'un voisin au-dessus. Là, je ne peux pas monter chez lui. Les préprints, ça a commencé en 1991 avec une plateforme qui a plus d'1 million de préprints actuellement, qui est pour les mathématiques et la physique. 91. Ensuite, les sciences sociales se sont mises au préprint en 94. Ensuite, je parle de la France, mais les autres pays ont suivi. La France a fait une archive ouverte où il y a beaucoup de choses, dont des préprints. C'est 2001. La biologie n'y est venue qu'en 2013. Et à reculons, la médecine y est arrivée en 2019. Donc quand même, 20 ans ou 30 ans après d'autres disciplines. Et si vous parlez à un physicien, un mathématicien, lui, le préprint, ça fait quand même 20 ans qu'il est dedans, à des gens de sciences sociales aussi, donc ils ne comprennent pas pourquoi la médecine n'était pas là. Alors le préprint, c'est donc ce manuscrit auteur qui est mis en ligne en ouvert,
l'archive actuelle medRxiv, qui est celle de médecine, a été créée mi-2019. Et dans tout 2019, il y a eu 800 préprints de médecine déposés à fin décembre. Si aujourd'hui, on regarde uniquement les préprints Covid-19 sur cette même base, il y en a 10 000 sur medRxiv. Il y en a 3 000 en bioRxiv. Et bien sûr dans d'autres. Donc les préprints actuellement, en Covid, il y en a plus de 40 000. Et vous verrez, on vous passera les diapos, ce petit trait jaune qui dit toujours le préprint est quelque chose qui n'a pas été évalué et qu'on ne devrait pas utiliser dans la pratique ou dans les médias sans précaution et sans citer que c'est un préprint non évalué. Mais ce truc jaune, personne n'en tient compte. Alors, diapo suivante. Si vous allez, il y a 2 ans, dans le JAMA, dans des revues d'orthopédie, et je n'ai pris que quelques exemples, et vous voyez 2018, les préprints, grosse résistance en 2018, et vous avez des éditoriaux, des points de vue dans beaucoup de revues médicales. Le préprint, c'est pas fait pour les médecins, parce que la clinique, c'est pas pareil, parce que les gens qui font des lobbies anti-vaccins vont mettre des choses et s'en servir, parce qu'on va réanalyser les données médicales par d'autres groupes de façon différente. Énormément de débats autour de ça, en disant que la médecine n'était pas pareille. Et si vous allez fin 2020, dans les mêmes revues, eh ben medRxiv existe, donc là, c'est fini. Regardez, diapo suivante, le nombre de préprints qui actuellement sont sur la Covid, uniquement des préprints, il y en a 40 000. Alors là, vous avez beaucoup de serveurs, mais le serveur qui a le plus de préprints en Covid, c'est celui qui est en bleu foncé en haut, c'est le serveur médical. C'est logique. Mais si vous voulez, vous avez des plateformes de préprint après. Je vous les dis pas toutes, mais il y a celle de l'économie, celle des sciences sociales, celle de la physique. Donc les préprints dans ces disciplines sont aussi très importantes. Donc on a vu qu'il y en a 10 000 en médecine, mais il y a 30 000 hors de la médecine, en préprint Covid. Donc si vous voulez, la médecine est obligée de suivre ce train, et peut-être que je vous surprends. Ce qui fait qu'on est en train de changer de modèle de publication. Diapo suivante. Et quand vous allez sur des revues créées par le Wellcome Trust, qui n'est pas celle-ci, par ici la Fondation Gates, des tas d'autres modèles de revues, le Wellcome Trust dit on publie et puis on évalue plus tard. Alors que notre modèle des revues que nous connaissons dans nos sociétés savantes, c'est on évalue et ensuite on publie. Donc si vous voulez, il se passe un certain nombre de choses qui fait que le préprint est en train progressivement de changer les revues et la communication. Diapo suivante. Vous avez eu la création d'abord de revues spécifiquement Covid, mais ça je n'en parle pas, et la création, par exemple, de ce qui s'appelle dans le jargon des overlay journals, peu importe du jargon. Vous avez à droite Rapid Reviews COVID-19, c'est le MIT aux États-Unis, le laboratoire, qui par exemple a créé un espace, je n'emploie peut-être pas le mot revue, où de façon régulière, ils analysent des préprints, mais très peu, quelques-uns par semaine, et ils mettent le tampon MIT en disant ces préprints, ils sont bons. Alors, ils ne sont pas non plus une revue, mais ils les évaluent quand même. Il y a des étoiles, il y a des tas de choses. Et les serveurs de préprint, il y a toute une liste si vous voulez les chercher. Et vous avez une revue qui s'appelle eLife, qu'on ne connaît pas bien dans la médecine, mais qui est une revue prestigieuse en biologie et qui est une très haute revue, et qui, à partir de juillet 2021, n'acceptera comme soumission d'articles que des préprints. Elle n'acceptera plus qu'on lui soumette des articles qui n'ont pas été déposés en préprint. Donc, il faut considérer que le modèle change vite. Je terminerai sur quelques diapos et diapos suivantes avant de vous passer la parole, parce que c'était un peu dense. Quand on parle aux rédacteurs de revues, tous les rédacteurs de revues disent la qualité n'a pas été changée, mais c'est normal que les rédacteurs de revues disent ça. Qu'on a pris toutes les dispositions pour aller plus vite, pour aller plusieurs reviewers, et puis on a veillé à ce que les auteurs
mettre plus de limites dans leurs discussions. Bon, ben ça, c'est la position des rédacteurs de revues, c'est normal. Diapo suivante. Diapo suivante. Autre information, les articles rétractés Covid-19. Si on cumule tout ça, on est déjà à plus de 80 en quelques mois d'articles qui ont été flashés comme erreur le plus souvent, fraude dans certains cas, mais il y en a déjà 80 90 qui ont des mises en garde. C'est extrêmement rapide parce que d'habitude, une rétractation apparaît en 1 à 3 ans. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui va très vite, mais logiquement, quand je vous dis qu'il y a 250 000 articles, c'est des milliers qui ne tiennent pas la route, qui ne devraient pas rester. Ce que je vous dis est très grave, mais on pourrait en rediscuter. Diapo suivante. Alors, les questions, c'est le monde d'après. La Covid a fait que tous les articles Covid sont aujourd'hui en accès gratuit et libre. Mais est-ce que les revues vont continuer jusqu'à quand? Est-ce qu'elles vont revenir à leur modèle de faire payer pour lire, que ce soit l'abonnement ou ce qui s'appelle dans le jargon le paywall, on paye à l'article? Est-ce que les articles Covid vont rester gratuitement à vie? Là, c'est pas clair. Et puis pourquoi mettre en libre accès les articles Covid uniquement, puisqu'on est capable de les mettre gratuits pour Covid, pourquoi on ne les mettrait pas gratuits pour les autres disciplines? Donc vous voyez, il y a un modèle économique qui est beaucoup discuté avec la science ouverte ou quoi que ce soit, qui fait qu'à terme, plus ou moins rapide, l'abonnement ou le paiement est menacé. Il y a aussi beaucoup de mouvements là-dessus. Le peer review, est-ce qu'il pourrait être plus rapide, puisque là, on l'a toujours fait en moitié moins de temps? Et puis, j'ai bien sûr ouvert les questions sur les préprints, mais on va y revenir. Diapo suivante. Les revues sont menacées. Il va falloir qu'elles s'adaptent. Elles ont souvent perdu le monopole de l'information, puisque l'information est passée par le grand public aujourd'hui. Et les chercheurs apprenaient des informations par les télés ou les journaux. Donc, si vous voulez, il se passe quelque chose là. Quand je vous ai mis ces petites images de l'IHU de Marseille qui monte une chaîne YouTube où il publie toutes les semaines et il a tout de suite en quelques mois 360 000 abonnés, 400 000 abonnés. Alors bien sûr, sur 400 000, 350 000 ou 380 000 sont du grand public et pas des chercheurs. Je suis bien d'accord. Mais de quel droit mettons maintenant des reviews scientifiques comme le fait M. Raoult, sans peer review, sans aucun contrôle, alors que les revues ont toujours voulu contrôler l'information. Donc on commence à avoir des revues de vidéos, parce que sur le site de M. Raoult, il y en a plus de 1000, des vidéos parfois longues, 20 minutes, une demi-heure, qui ont été mises comme ça sans peer review. Quel est leur public? Il y a une jeune génération qui ne va beaucoup moins sur les revues. D'abord, elles ne les reçoivent pas sous forme papier par la poste, comme ma génération l'a reçu. Ils le reçoivent par des réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, il y a des gros changements qui se passent actuellement. Et on sait que des jeunes générations, et là, il y a des données sur des recherches, des jeunes générations vont moins sur les sociétés savantes actuellement. Il y a des réseaux de jeunes, il y a des tas de choses qui se sont passées. Donc, diapo suivante, je voudrais ouvrir la discussion et savoir si certains veulent réagir. J'ai peut-être été rapide et s'il faut répéter des choses, je le referai. La dernière diapo, c'est pour ne la prenez pas, c'est pour si vous avez besoin d'autre chose, on vous passera les diapos. Donc, si vous voulez, j'ai dit beaucoup de choses, ça a été très dense. Sur les revues qui pensent avoir bien travaillé, même moi, je pense de vous dire que beaucoup de choses pas très utiles ont été publiées. Sur les préprints dont les médecins ne voulaient pas entendre parler, mais ils ont découvert toutes les disciplines, les avaient tout le temps, et puis la communication a commencé à passer par les préprints avec les avantages ou les inconvénients. Et sur est-ce que la communication va continuer à être faite par les revues? Moi, je n'ai pas les réponses à tout ça. Étienne, je te laisse ouvrir la discussion et je serai prêt à écouter les uns ou les autres. Merci beaucoup, Hervé. Écoutez, on va démarrer la discussion, si vous voulez bien.
Si vous voulez bien, celui qui veut intervenir, vous ouvrez votre caméra et votre micro. Et s'il y a plusieurs personnes en même temps, vous levez le doigt, ce qui permettra de savoir qui intervient. Yves, pour commencer. Ouais, écoutez, je veux l'ouvrir pour une simple raison, c'est que je vais d'emblée tirer un peu tout azimut pour faire un peu réagir tout le monde sur différents points de vue. D'abord, merci Hervé de ce topo, c'est vraiment super intéressant. Et moi, personnellement, à plusieurs égards, je trouve ça extrêmement choquant, extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que comme chercheur, je me sens comme... Ferme ton micro, Hervé, pendant que tu ne parles pas, ça va être mieux. Donc, comme chercheur, je me sens très interpellé parce que quand je pose une question de recherche, je pose la question, mais avant d'aller plus loin, je fouille la littérature pour savoir ce qui s'est fait. Là où on est rendu, c'est comme ça que je bâtis mon raisonnement, c'est comme ça que je bâtis ce que je vais faire. Comme professeur de médecine depuis 30 ans, quand j'enseigne à des gradués, quand j'enseigne à des résidents, je fais mes mises à jour. Je les fais comment, mes mises à jour? Je les fais dans la littérature. C'est là que je prends mes renseignements, tout ça. Donc, c'est extrêmement interpellant. Puis, plus loin, de circonstances, depuis quelque temps, je suis président du comité scientifique de la CNIF. Là encore, ça m'interpelle, surtout au niveau des préprints. Donc, je trouve que la tendance à l'heure actuelle, elle est extrêmement dangereuse et plus ça va aller, plus on va avoir de la misère à séparer le bon du bien, le mauvais du faux, et puis etc., etc. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Je ne veux pas aller plus loin dans mon opinion parce que vous deux, vous la connaissez, mais j'espère que j'ai simulé des commentaires et c'est pour la raison pour laquelle j'ai pris la parole en premier. Hervé, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant. Non, j'aimerais écouter ceux qui ont quelque chose à nous dire. Voilà, monsieur, je vois une main, monsieur Mamouchi. Hicham Mamouchi, si je dis. Oui, bonjour, c'est Bonjour, madame, Madame, mais c'est pardon. pas grave. Madame. Alors, je suis très contente d'avoir pu assister à cette conférence faite par le docteur Hervé qui est très utile et très à propos. Pouvez-vous nous dire d'où vous Alors, appelez, j'aurais un s'il vous plaît? commentaire. Pouvez-vous nous dire d'où vous appelez? J'appelle du Maroc, de Du Rabat. Rabat, je crois. Hein? Oui, C'est absolument. bien ça. Voilà. Alors, je suis rhumatologue et épidémiologiste. Et je fais partie d'un laboratoire de recherche et de biostatistique. Et donc, c'est par ce canal que j'ai eu l'accès à la conférence. Et donc, ma question était par rapport à la suite. On voit bien que de toute façon, cette pandémie, ça a été la première pandémie qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Avant, ça ne s'est jamais vu. Donc, ce qui a fait ce qu'on appelle l'infobésité et toute cette difficulté à faire la différence du bien du faux. On pourra, je ne pense pas, faire marche arrière et revenir avant. Donc, il va falloir faire avec ces réseaux sociaux et cette démarche-là. Comment est-ce qu'on pourrait, en tant que chercheur, moi, je suis pour que les chercheurs descendent aussi sur les réseaux sociaux. Comme ça, le public aura un autre son de cloche. Autant on a déjà une certaine catégorie de personnes qui ils sont déjà à l'aise, comme vous l'avez montré, et qui ont pris l'habitude de communiquer. Autant nous, en dehors de congrès ou de manifestations scientifiques, où il y a un comité de lecture ou un comité de rédaction avant, on est un peu frilé à le faire. Est-ce qu'il ne serait pas utile de faire une espèce de charte ou de penser à, comme ce que vous faites, que je suis depuis plusieurs années sur votre blog, encadrer la parole du chercheur sur le modèle, sur les différents réseaux sociaux. Parce que de toute façon, ils vont y aller de plus en plus. Et comme on n'a pas les pairs qui seront, enfin, pour la relecture, il faudrait bien qu'il y ait une garantie de qualité, enfin je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais quelque chose qui nous permette de dire, comme un peu le label bio ou AOC, pour dire que voilà, même si c'est sur un réseau social, même si ce n'est pas sur une revue indexée,
voilà, ça peut être de qualité, on peut en tenir compte dans nos recherches ou comme l'a précisé le professeur Tremblay, dans notre revue de littérature avant de démarrer les projets. Et deuxième chose rapidement, c'était juste une question par rapport aux revues prédatrices qui elles aussi ont augmenté ces derniers temps. Est-ce que vous auriez un conseil ou qu'est-ce que vous dites aux étudiants pour, on va dire, passer entre les mains du FIIS, surtout qui sont de plus en plus sollicités par ces différentes revues. Le modèle économique, comme vous l'avez dit, va changer. Donc, quelle est votre position et votre conseil s'il y en a sur ce sujet? Merci beaucoup. Alors, deux questions, Hervé. Une charte des revues, une charte des réseaux sociaux. Alors, avant la charte des réseaux sociaux, je vous suis sur la charte des réseaux sociaux, la question de base serait aussi une charte pour les revues et savoir quelles sont les revues qui ont une étoile Michelin, je dirais. Hein. Ça, c'est une réflexion qui a été commencée dans un certain nombre d'endroits et où personne n'y arrive comme il faut. Hein. Il commence à y avoir une réflexion entre les académies internationales des sciences, mais c'est balbutiant, hein, qui voudrait dire un jour il faudrait mettre une étoile sur les revues. Alors donc vous voyez que là on n'y est pas, parce qu'aujourd'hui même dans des bases comme PubMed ou Web of Science, il y a un tout petit pourcentage d'articles de revues prédatrices. Hein, et il y a aussi des revues qui tiennent pas la rue. C'est pas uniquement dire PubMed, Web of Science sont bons. Hein, c'est au niveau des revues. Donc le problème que je mettrais sous des noms certification, accréditation, étoile Michelin pour les revues n'est pas résolu. Commence à peine. Alors, deuxièmement, si vous me demandez au niveau des réseaux sociaux, je vous donne mon incompétence totale. Votre question est tout à fait justifiée. Hein, mais alors là, je vous suis aussi, mais je ne vois pas actuellement de mouvement allant là-dessus. Et votre question est très justifiée et je suis un peu déprimé. Votre deuxième remarque venait sur les revues prédatrices. Ça nous engagerait très loin si on voulait commencer là-dessus. L'ACIDMEP, vous le savez, a commencé un certain nombre de documents qu'on pourra vous donner, de publicité, de dépliants là-dessus. Moi, personnellement, quand j'ai un étudiant qui vient, je lui dis ne choisir qu'une revue dans une base de données au minimum. Alors, ça veut dire Web of Science, PubMed et surtout aussi le DOAJ, le Directory of Open Access Journals, et ou choisir une revue dans laquelle vos pairs ou vos supérieurs ont confiance, parce que toutes ne sont pas dans ces bases, sont connues pour ça. Et en dehors de ça, grande prudence, parce qu'aller chercher les listes de revues prédatrices et tout, c'est virtuellement impossible. Moi, pour dire qu'une revue est prédatrice, ça me prend, et je connais, pas moins d'1 heure et souvent 2 heures pour une revue, pour être certain. Voilà, j'ai été bref sur cette question-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Merci. En attendant que quelqu'un intervienne, je peux rappeler que au sein d'ACIDMEF, effectivement, et au sein du conseil scientifique, on a constitué un groupe de travail sur les revues prédatrices, Hervé en fait partie, et nous avons édité des affiches et des plaquettes qui ont été distribuées à tous les doyens et en principe à tous les bibliothécaires des facultés de médecine francophones. Et si vous n'avez pas à votre disposition, demandez-la à votre doyen. Oui, et j'ajouterais juste qu'en plus de ça, on est à préparer maintenant des petits diaporamas qui vont être aussi distribués. Bon, le mode de distribution n'est pas encore complètement établi, mais donc l'idée dans tout ça, c'est d'essayer de communiquer pour mieux informer, pour justement que les gens ne se fassent pas prendre classiquement dans le piège des revues prédatrices. J'aimerais, pendant que les gens réfléchissent à des questions, j'aimerais peut-être lancer peut-être encore une pierre à la mer. Ça concerne les préprints. Les préprints en soi, oui, c'est dangereux, mais à quelque part, je pense que, mais je ne sais pas comment faire la distinction, mais je pense qu'il y a trois aspects à considérer dans les préprints. Il y a les préprints qui vont être déposés sur des sites préprints puis qui vont rester préprints toute leur vie parce qu'ils ne seront jamais publiés, pour toutes sortes de raisons.
Et la plupart du temps, ça peut être la médiocrité. Donc, il faudrait trouver une façon d'éliminer ces préprints-là. Il y a les préprints qui sont déposés en préprint, mais qui vont être publiés, parce que ce sont des préprints, ce sont des travaux qui ont été bien faits, et donc qui vont être analysés par leur comité de pairs. Et dans cette perspective-là, je pense que ce n'est pas mauvais, peut-être, que ce soit déposé en préprint avant la révision par le comité de pairs. Mais il faudrait que dans le commentaire qui suit le dépôt sur le préprint, va dire que ce texte-là, que ce travail-là est présentement en soumission. Et finalement, il y a ce que j'appelle, je ne sais pas trop comment le présenter, mais il y a ce que j'appelle les résultats négatifs. Parce que les résultats négatifs en recherche, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais moi, je sais très bien que comme chercheur, si tu essaies de publier une étude auquel tu pensais arriver au résultat A, mais tu arrives au résultat moins A, ben, tu ne seras pas capable de la publier parce que personne ne va en vouloir. Et donc, dans ce sens-là, le préprint peut peut-être être intéressant pour éviter que d'autres chercheurs qui se posent la même question que moi fassent la même erreur. Donc, c'est 3 commentaires que je voulais apporter à propos des préprints. Oui, j'ai rien à rajouter, mais je suis bien d'accord avec cette réflexion. Je voudrais, justement, puisqu'on parle des préprints, Hervé, tu as dit le préprint, on publie, puis on évalue. C'est la formule que tu as utilisée. Oui. Très bien. On voit bien, on publie, ça d'accord, c'est le préprint par définition, mais on évalue quand? Alors, s'il est déjà... Alors, il y a plusieurs modèles d'évaluation. Le premier, c'est parce que l'auteur va vouloir le soumettre à une revue qui va le publier, donc ça, c'est déjà une sorte d'évaluation. La deuxième évaluation, et la médecine n'est pas concernée actuellement pour ça, c'est par des mouvements qui s'appellent Peer Community In, mais la médecine n'est pas encore faite par ça, des groupes de chercheurs qui vont eux-mêmes, indépendamment des revues, mettre des étoiles Michelin là-dessus. C'est ce que je vous ai montré un tout petit peu avec soit la Fondation Gates, soit eLife, soit MIT, ce RR19, vous irez voir ce RR19, c'est un groupe de chercheurs international qui s'est dit on va sélectionner les préprints qui nous plaisent et qui nous semblent de qualité. Donc là, il n'y a plus de journal, il n'y a plus un comité de rédaction. Donc vous voyez, c'est une façon totalement différente de publier. Alors, Peer Community In, ce sont des petites spécialités, l'écologie, l'agronomie ou autres, qui sur des segments très courts, des petits groupes de chercheurs sélectionnent parmi les préprints ceux qu'ils acceptent de valeur. Et ça, c'est un modèle qui marche bien dans des petites spécialités. Admet que, par exemple, que les gastro-entérologues du foie se mettent à dire on a un groupe qui valide tout ce qui, dans le foie, nous paraît correct sur les préprints, par exemple, mais petite communauté. Petite communauté, ils connaissent bien le sujet. Voilà. C'est un groupe restreint, ils connaissent les chercheurs. Ça permet. C'est plus au niveau d'échange finalement que. Mais moi, je le vois fonctionner au niveau d'une discipline qui est l'écologie, des choses comme ça, et les gens commencent à être très satisfaits. Qui veut intervenir? J'espère que je vous ai pas fait peur. Non, personne n'a peur. Non, qui veut bien intervenir? Dans le processus de peer review, pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu n'es pas de la même ville, tu n'es pas de la même université, tu n'es pas un ami de ceux qui publient. Et donc, avec ce que vous venez de dire, peut-être que pour des sciences comme l'écologie, ça peut aller, je ne sais pas. Mais pour des sciences qui évoluent extrêmement vite, je pense qu'on a un exemple avec la COVID. Comment est-ce que ça évolue vite? Parfois, la médecine, tu n'as pas le temps de te lever de ta chaise, que le résultat que tu viens de publier, il est passé date parce qu'il est arrivé autre chose. Et donc, de commencer à accepter des peer reviews par ta propre communauté, je ne sais pas. Je pose la question. Mais peut-être qu'un jour, il y aura la sélection des préprints BPCO par un petit comité volontaire de pneumologues intéressés par la BPCO et qui mettront sur un bout de site tout ce qu'ils trouvent comme préprint qu'ils acceptent valable. Voilà, mais je ne sais pas, c'est une hypothèse.
En fin d'exposé, tu as parlé de l'accès libre avec les problèmes que ça pose. Et moi, au passage, j'ai noté une phrase, quand tu parlais d'accès libre très large, j'ai noté une phrase pour paraphraser un président récent: l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Hein, Oui. c'est-à-dire que, et on l'a bien vu dans cette histoire de pandémie Covid, on a Oui. confondu la communication, appelons-la scientifique si on veut, avec l'information scientifique. Tout à fait. Hein, il y a eu un mélange des genres qui a été très préjudiciable. Tout à fait préjudiciable parce qu'après, dans ce brouhaha, on ne sait plus qui a raison, on ne sait plus qui est vrai vis-à-vis du brouhaha et de propageons ou finançons des choses qui ne tiennent pas la route. Même en disant que ça ne tient pas la route, il en restera des traces. Voilà. Hein, même en étant honnête, en disant ça ne vaut rien. Donc à la limite, c'est très pervers ça. Hein, parce que par exemple, M. Raoult a changé d'avis sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je ne sais pas, mais il est proche de dire, il l'a écrit quelque part, que la chloroquine, ça ne sert à rien. Hein, mais il restera l'idée que Raoult pense que la chloroquine marche. Hein. Il a écrit dans un truc que ça servait probablement à rien, mais ça a été une toute petite phrase. Oui, oui. C'est ça qui est le danger, je crois, c'est que tu te permets au grand public de dire des choses et puis après Voilà. ça, c'est pas grave, ça marche pas, on s'en fiche. C'est pas grave. C'est exactement ça. Hein. Il en restera, on parle de moi. Hein? L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Parce que ça touche à un autre problème auquel qui est notre préoccupation au sein du Conseil scientifique de la CILMEF à l'heure actuelle, c'est précisément ce problème de communication et d'information. Hervé, tu nous as parlé de l'information scientifique, de la publication. Il y a tout le domaine, effectivement, de la communication, et il est clair que, même avec toute la bonne volonté du monde, beaucoup de nos collègues se sont fait piéger à droite et à gauche. Ils n'étaient pas, en d'autres termes, ils n'étaient pas professionnels de la communication, ils se sont fait piéger. Et après, on leur a dit 8 jours plus tard, mais comment se fait-il que vous ayez dit ça? Ah bon, moi j'ai dit. Enfin, oui, bon. Très fréquent. Parce nous ne sommes pas des professionnels de la communication. Et donc, il nous apparaît tout à fait nécessaire d'évoluer sur ce plan, que nous soyons effectivement, en tant que scientifiques, en tant que médecins, des véritables communicateurs, en plus de personnes qui ont été formées à la communication scientifique, à l'information scientifique. Ça nous paraît essentiel. J'ai publié un autre truc, un éditorial sur les sociétés savantes et la Covid. Et avec un sociologue, on a réfléchi à ça. Et dans cette médiatisation de la Covid, les sociétés savantes qualité ont été absentes. C'est-à-dire que ce sont des experts amis de journalistes qui sont allés parler, mais mis à part, qui est sorti un peu l'Académie de médecine, hein, mis à part ça, sur les plateaux, dans les médias, c'était pas la société de pneumologie vous dit que. Donc les sociétés savantes ne parlent pas aux médias et ne parlent pas au public. Et ça, les sociétés savantes vont être obligées de se reposer la question, parce que mis à part la Société française de thérapeutique qui a fait un site avec 164 questions pour le grand public, la plupart des sociétés savantes ont fait énormément de choses, mais pour leurs membres. Tout à fait. Oui, ici au Canada, on a vu la même chose aussi. On a vu beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs de différentes sphères parler, tantôt parler un peu à travers leur chapeau, mais effectivement, on n'a jamais, en tout cas personnellement, moi, je n'ai pas vu de société savante prendre le micro et dire voici maintenant qu'est-ce qu'on pense d'eux, etc. Ce qu'on fait. Et ils vont devoir réfléchir à ça. Puis les journalistes ne téléphonent pas à la société savante en disant envoyez-nous sur le journal ou sur le plateau quelqu'un qui représente la société savante. Ils demandent à un copain, ils demandent à leur médecin généraliste qui ils connaissent pour appeler. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, parce qu'on a énormément de monde? Mais il y a énormément de monde et puis
Il y a énormément de monde et puis de beaucoup de pays. Ce serait intéressant d'avoir quelques témoignages précisément sur ce que vous avez vécu pendant cette pandémie. Qui veut intervenir? Oui, quelqu'un? Je ne sais. Il y a une main qui s'est levée. C'est important parce que moi, ma vision, elle est de mon côté, dans mon C'est domaine, tout à fait. et j'aimerais savoir comment c'est perçu, parce que j'ai dit des Oui. choses parfois un peu gênantes, Qui ou quoi veut, que ce qui veut soit. intervenir? Et il y en avait qui m'expliquaient que je me suis complètement trompé, ça ferait avancer le débat. Tout à fait. Qui veut bien se lancer? Et vous, n'ayez pas peur. S'il y en avait un qui n'était pas d'accord, on pourrait discuter, ça serait bien. Écoutez, je vais inviter quelqu'un à s'exprimer, quelqu'un que je connais un petit peu, M. Germain Courchaine, qui est pas du tout en médecine. C'est un architecte retraité, mais qui s'intéresse beaucoup à la santé. Monsieur Courchaine, est-ce que vous auriez des opinions? Et la parole est à vous. Très intéressant. Bon, je peux fournir un commentaire, là. Alors, j'ai trouvé que la conférence, d'abord, est très, très intéressante parce que ça nous donne un peu une version de l'ensemble des publications qui se font. Alors, on sait bien qu'en faisant la lecture de tout ce qui nous arrive sur nos médias sociaux ou par les journaux, on regarde comment est-ce que les études se font ou les publications se font, tandis que là, avec le sommaire, on peut appeler ça un sommaire, mais c'est quand même un survol sûrement assez volumineux à faire, là, qu'il y a quand même un fort pourcentage de publications qui se font et qui ne sont pas nécessairement validées par soit la communauté scientifique ou encore, peu importe ceux on appelle ça souvent les complotistes ou des choses comme ça, eux sont faciles à distinguer parce que souvent, il n'y a aucune information sur les sources d'information. Alors, vous, dans votre cas, mais c'est pas vous qui avez fait les études, là, évidemment, mais vous avez fait le survol de plusieurs, on parle de 40, puis de 100 000, puis de 200 000 publications. Alors, ça nous donne un bon aperçu de la vérification que vous avez faite et puis du pourcentage de ces informations-là qui s'avèrent fausses ou pas nécessairement fausses, mais non concluantes. On a beau dire que quelqu'un a l'air en santé, mais il peut avoir un problème caché. Ce matin, je lisais justement une information qui était dans le journal Le Soleil, je crois. Grâce à la COVID, il est sauvé. Alors, tu te dis, je vais aller voir. Tu sais. C'est que lui, il avait une toux. C'est juste pour illustrer un exemple qui est proche. Lui, il avait une toux, il s'en va se fait tester par la COVID. Et il rencontre un médecin. Il dit, il y a une toux, c'est pas une toux de COVID trop, ça me semble que d'oublier consulter. La journée, le soir même, il y a une consultation. Le surlendemain, 2-3 jours plus tard, une radiographie pulmonaire détecte un cancer au poumon. Alors, lui, dans son cas, on voit que c'est véridique. Là. Alors que d'autres auraient pu dire, c'est une petite toux, ça va passer. Alors, le cancer serait développé plus tard. Ça, c'est un exemple qui n'est pas lié à la publication dans les journaux, mais lui, son témoignage a été publié. Grâce à la COVID, il va être sauvé d'un cancer qui aurait pu être beaucoup plus invasif des années plus tard, peut-être. Alors, je vous remercie, M. Maisonneuve, là, parce que ça me donne un bon aperçu de ce qui se déroule au niveau de l'information, qu'on peut dire, scientifique. Là. Moi, je suis un scientifique dans mon domaine. Là. Je suis retraité depuis une dizaine d'années. Mais je comprends très bien comment l'évolution peut se faire. Là. Moi, je suis dans la construction et la construction a changé depuis les 30 dernières années parce que les normes ont changé. Alors, c'est pareil du côté scientifique. Alors, du côté scientifique de la construction, oui. Du côté scientifique de la construction, je pense que les constats peuvent être probablement les mêmes. Mais je ne sais pas si vous me rejoignez. Sûrement. Bon, on le voit. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois avec les entrepreneurs. On fait ça de même, nous autres. Mais ça fait 30 ans qu'ils font ça comme ça. Ça évolue, tu sais. Juste, mettons, un pare-vapeur. Tu sais, c'est une notion simple à l'intérieur d'un bâtiment. Ça m'apparaît essentiel aujourd'hui. Mais anciennement, on se foutait, comme on dit, de ces questions-là. C'est sûrement pareil du côté de la médecine. Alors, merci beaucoup pour l'information. Merci pour votre témoignage. Merci. Bien, qui veut intervenir?
voudrait intervenir. Je vois des amis, je vois entre autres notre ami Mohamed Al-Nawi, qui est à la CIMEF aussi, qui est le président du comité stratégique de la CIMEF. Peut-être que, professeur Al-Nawi, vous vouliez vous exprimer? Bonjour, chers amis. Bonjour, Étienne. Bonjour, Yves. Oui, bonjour à Mohamed. Cher conférencier. Je suis content. De temps en temps, je me branche, mais en même temps, j'ai eu vraiment une demande très forte aujourd'hui pour mes enseignants. Et donc, c'est pour ça que vous voyez, je suis passé par la bibliothèque parce que la problématique chez nous du plagiat est fortement posée, surtout par rapport aux thèses de soutenance, puisqu'on a un logiciel localement. M. Zahidi peut en parler. Et donc, on a saisi cette occasion d'abord pour dire qu'on est bien content de tout ce que fait la CIDMEF à travers son conseil scientifique représenté ici par Yves et par Étienne, qui maintenant, on s'est habitué à assister, à prendre part. Et d'un autre côté, comme ça a été dit tout à l'heure, ça permet un petit peu aussi d'être avant-gardiste. Et là, on le voit à travers de la présentation du conférencier que, effectivement, on a des choses à faire. Ma collègue tout à l'heure du laboratoire de biostatistique, qui est plus jeune que nous, que Étienne et Yves, pose un vrai débat. Peut-être qu'il faudrait qu'on le rediscute ensemble, mais c'est à vous, évidemment, si vous pouvez s'occuper de ça. C'est justement savoir descendre vers les jeunes et vers les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre. Il faudrait qu'on trouve un jour le moyen de le faire parce que l'information, comme vous l'avez dit tout à l'heure, circule tellement que parfois les gens vont sur parfois même la rumeur et laisser un peu tout ce qui a une certaine véracité dans la réalité de tous les jours. En tout cas, moi, je suis très content de suivre ces webinaires et j'en suis vraiment ravi de vous suivre pour cela. Merci Étienne, merci Yves. Merci, doyen Naoui. Merci. Bien, qui veut intervenir? N'hésitez pas, c'est toujours très bien d'avoir vos témoignages. J'ai vu une main se lever, mais je ne sais pas où. Prenez la parole. Oui. Un hyparassien de la Réunion, Saint-Denis, l'île de la Réunion. On t'écoute, Parassien. Active ton micro, Parassien. Oui. Non. Tu l'as. Vous m'entendez? Vas-y. Oui, on t'entend, oui. Bonsoir. Chez moi, il est 19h. Il fait très chaud. Bien. Bonjour à Yves, à Étienne et puis tout le monde. C'était très intéressant ce débat. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, moi j'ai commencé à avoir des problèmes de parler de notre profession. C'est-à-dire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les contradictions. Quand vous regardez la télévision, c'est un véritable match de boxe. Il n'y a plus de médecine, hein. Match de boxe. Les uns contre les autres et les gens qui ne sont pas les compétences nécessaires, comme monsieur que vient de dire le monsieur tout à l'heure, fait qu'effectivement, nous ne savons plus. Alors, quand ça se traduit au niveau des malades, des patients, ces patients sont complètement perdus. Ils entendent eux aussi, ils entendent ce que le journaliste, ce que les médecins en même temps, il y a cette contradiction, ce qui fait qu'ils sont perdus. Et quand on essaye de donner un avis concernant cette maladie qui est très, très contagieuse et qui pose des problèmes, on n'a pas le moyen pour pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez des anti-Raoult, les Raoult, les anti-Raoult, les masques, les anti-masques, maintenant les vaccins, les anti-vaccins. Donc on ne sait plus comment convaincre les gens. Et ça, c'est dramatique parce que c'est vrai, effectivement, donc au niveau de publication, déjà, il y a un problème, mais à un niveau beaucoup plus pratique, je pense que c'est un véritable problème. Et peut-être aujourd'hui, on ne réussit pas vraiment notre coup pour pouvoir intervenir à gérer cette maladie, peut-être aussi par rapport à notre contradiction humaine. Je crois que c'est un gros problème. C'est mon problème. Merci. Hervé, tu veux commenter? Non, il n'y a pas de commentaire à faire. Je suis assez d'accord.
C'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que tu as parlé essentiellement de la publication scientifique, mais c'est vrai que l'information du médecin, ça n'est pas simplement la communication, l'information scientifique, enfin la publication, je veux dire. C'est pas restreint à la publication. Et ce que dit Parassian est extrêmement important. Les médecins sont perdus dans cette affaire. Ils ne savent plus très bien à quel sens vouer. C'est un petit peu pour ça que, avec Yves, on avait le projet justement de monter une télévision santé de manière à ce qu'il y ait de l'information qui remonte du terrain, parce qu'il est important de savoir comment les choses sont vécues, quelles sont les difficultés, et aussi d'apporter de l'information. Ça paraît essentiel. En plus d'ailleurs de ces visioconférences qui sont au-delà des sujets très thématiques. Effectivement, parce que en fait, c'est que le dilemme, il est des deux côtés. C'est-à-dire que oui, effectivement, le médecin, à travers tout ça, n'a peut-être pas toujours la bonne information à donner à son patient. Et puis, d'un autre côté, il y a le patient qui est aussi bombardé de toutes parts, d'où l'importance, je pense, de avoir une information de terrain qui est validée, qui est certifiée et de trouver des gens pour véhiculer ces informations-là, des gens qui ne parlent pas à travers leur chapeau. C'était une des idées, parce qu'il y en a d'autres, derrière le projet que Étienne vient de parler avec le projet de télévision sans demande. C'est important parce que, voyons le débat qu'il y a actuellement, tout au moins en France, sur le vaccin AstraZeneca. Ce vaccin AstraZeneca en France a mauvaise réputation. On a dit qu'il n'était pas assez efficace, qu'il n'agissait pas sur les plus de 55 ans ou 60 ans, etc., qu'il entraînait des tas de réactions, donc il ne fallait pas l'utiliser, que l'Afrique du Sud, finalement, avait renvoyé les containers contenant le vaccin. Et aujourd'hui, on se lance en France dans une vaccination grand public avec du vaccin AstraZeneca. Les gens ne comprennent plus rien, c'est ce qui est logique. Alors que toutes ces informations, elles ont été, je dirais, pour résumer, quasiment toutes démenties les unes après les autres, parce qu'il y a des études qui sont tombées ces derniers jours qui montrent que c'est un vaccin efficace, beaucoup mieux toléré qu'on ne le pense, etc., etc. Exactement. Puis aussi, c'est en fonction des tranches d'âge. Donc, c'est toute une série d'informations qui ne seront pas nécessairement accessibles à tous. Et c'est galvaudé dans le public, un peu tout proche, un peu n'importe comment. Et c'est important d'essayer de ramener tout ça, parce que sinon, c'est le bazar. Mais je disais ça aussi. Il y a une question à poser. Oui. Madame Issan Mouchi. Oui. Oui. Juste pour rebondir sur cela, je pense que c'est précisément pour ça que dans ce contexte où l'information va très vite, où le patient, autant même parfois que le médecin, est mis à mal par l'abondance des publications qui vont dans toutes les directions, qu'on a besoin de vous en tant qu'expert, en tant que père, en tant que spécialiste de votre domaine. Mais il faudrait que vous soyez visible là où nous, on est, enfin, là où on va dire le public et la masse est présente, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce que le patient, on avait fait une étude sur l'impact du Covid chez les patients rhumatisants dans le monde arabe et on s'est rendu compte que plus de 3/4 des patients cherchaient leur information via les réseaux sociaux, pas chez le médecin, pas dans le journal, mais sur les réseaux. Encore une fois, si l'idée de la télé, comme vous l'avez proposé, me semble excellente, avec des interventions de qualité, il faudrait qu'elle ait un format qui soit de 2020 pour que justement elle soit attractive et qu'elle puisse avoir un maximum de personnes qui la suivent et pour apporter l'information utile et efficiente au public et au moment, on va dire, le plus pertinent. Parce que de toute façon, comme vous le dites, les autres, ils y vont. Ils y vont de leur avis, de ce qu'ils pensent, etc. Et ça brouille les esprits et ça rend service à personne. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci. Nous serions très preneurs de votre étude en rhumato de la perception du Covid, justement.
Oui, elle a été publiée. Je peux vous si vous pouvez nous la communiquer, parce partager. on pourrait la répertorier dans le prochain bulletin pandémie, parce qu'on est très à la recherche, très à l'écoute justement de ces expériences et du ressenti. Je l'enverrai à notre doyen et donc et à notre au professeur donc responsable de la bibliothèque pour qu'il vous la transfère, parce que je n'ai pas vos contacts directs. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Écoutez, avant de clore, peut-être on va faire un petit peu de publicité, peut-être sur les prochaines conférences à venir. Étienne, si tu es d'accord. Bien Donc, sûr. la prochaine conférence sera le 11 mars. Et le sujet de cette conférence-là, ben, c'est encore un peu dans le même, pas dans le même domaine, mais c'est un des côtés de ce que le professeur Maisonneuve nous a parlé aujourd'hui. Donc, nous aurons Daniel Rodriguez, Hervé Maisonneuve et Maude et May, qui sont 4 personnes spécialistes des revues prédatrices. Et donc, il va y avoir un topo sur les revues prédatrices. Suivra le 25 mars prochain, toujours dans le cadre de nos conférences pandémie, nous aurons le professeur Vincent Maréchal, qui est virologue et donc qui va nous parler des différents variants de SARS-CoV-2, donc les aspects biologiques, les aspects mutationnels, etc. Donc, il va nous expliquer un peu tout ça. Pour ceux qui sont aussi intéressés, mais peut-être plus à l'obstétrique et la gynéco, le 24 mars, nous aurons la 3e de nos conférences dans le cadre du cycle FIFOG, c'est-à-dire avec la Fédération francophone d'obstétrique et gynécologie. Et le sujet, ce sont les infiltrations des césariennes, état des lieux, conséquences et solutions. Et donc, ce sont des amis surtout africains qui sont impliqués dans cette conférence-là. Et une dernière, parce qu'on en a parlé beaucoup un petit peu, le 1er avril, une Québécoise, professeure Kim Lavoie de l'Université de Montréal, psychologue, qui va nous parler de l'hésitation à la vaccination. Tantôt, le professeur Lemarié en a glissé un mot pour toutes sortes de raisons, bonnes ou pas bonnes. On craint le vaccin d'AstraZeneca pour de bonnes ou de fausses raisons. Pourquoi? Comment faire face à ça? Comment réagir à ça? Donc, j'arrête un petit peu les annonces à ce niveau-là. Une dernière chose peut-être que je pourrais faire, c'est qu'il y a énormément de gens que je vois là qui ne sont pas nécessairement dans nos listes. Mais Diane Poulain a demandé la parole, non? Oui. Ah, je m'excuse. Madame Poulain, si vous avez demandé la parole, juste une seconde, si vous permettez. Après ça, je vous passe la parole. Donc, vous pouvez nous rejoindre, soit le professeur Étienne Lemarié, soit moi, Yves Tremblay. Et envoyez-nous vos courriels et nous allons les mettre sur nos listes. Et à tous les mois, vous allez recevoir de l'information, le bulletin mensuel et les différentes conférences. Madame Poulain, la parole est à vous. Allumez votre micro. Allumez votre micro, Madame Poulain. Votre micro est fermé. Alors, votre micro est fermé, puis là, vous venez de quitter, Madame Poulain. Non, vous êtes là, OK. Regardez en haut à droite, il y a un petit micro. Si vous cliquez dessus, vous allez l'activer. L'autre façon peut-être de procéder, c'est que si vous êtes capable, vous pouvez écrire votre question dans le chat. Si vous regardez en haut, il y a un petit carré avec des lignes à l'intérieur, avec une boîte de dialogue. Mais Yves, tu as peut-être la main aussi sur le micro, non? Ah, peut-être. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, attends un petit peu. Je vais essayer, Mme Poulain, de vous activer. Je ne suis pas capable d'activer ce micro. Non, moi non plus. Écoutez,
écoutez, Mme Poulin, ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous m'envoyer la question. Je vais transmettre la question au professeur Maisonneuve. Et le professeur Maisonneuve lui répondra directement parce qu'il aura le courriel. On s'excuse. Très bien. Eh bien. Écoutez, merci à tous. Il y avait du monde et en plus un public très varié. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui montre que, Hervé, tu as soulevé des questions qui sont extrêmement importantes. Et donc, il nous reste à continuer, aussi bien au niveau des revues pédatrices que la qualité de la publication, que l'intégrité scientifique. Ce sont des questions vraiment fondamentales. Merci beaucoup, Hervé, et merci à tous pour votre participation. Au revoir à tous. Et à bientôt. À bientôt.